Je suis prêt à assumer cette responsabilité. Le candidat qui serait le plus favorable de gagner face à Nicolas Sarkozy, c'est François Hollande. Incarner le changement, faire gagner la gauche et redonner confiance à la France. Je pense que François Hollande est bon pour l'Élysée. Voilà. Donc, qui s'accroche? Le changement, j'y suis prêt. Vive la République et vive la France. Madame, Monsieur, bonjour, nous avons un nouveau président de la République. François Hollande a été en effet élu il y a quelques jours 24e président de la République française et 7e président de notre 5e République. Alors, dans les jours qui viennent, lors de son investiture et de la fameuse passation de pouvoir avec Nicolas Sarkozy, le nouveau président de la République deviendra le chef de l'État en France, le chef des armées, mais aussi le coprince d'Andorre et le garant de la Constitution de la 5e République. François Hollande aura donc un entretien avec Nicolas Sarkozy où celui-ci lui transmettra les codes d'accès à la frappe nucléaire. Le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, proclamera officiellement les résultats à la présidentielle. François Hollande sera fait grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur et le nouveau président fera également une allocution d'investiture. C'est donc une nouvelle ère qui va prochainement s'ouvrir. Cela faisait 17 ans que la gauche n'était pas revenue au pouvoir. Dès son arrivée à l'Élysée, François Hollande aura 100 jours pour convaincre les Français dans un premier temps. Entre-temps viendront bien évidemment les élections législatives où il espère avoir la majorité, c'est-à-dire le plus grand nombre possible de députés. Alors tout au long de son mandat qui va durer donc 5 ans, tout au long de son quinquennat, François Hollande gouvernera accompagné de son gouvernement qu'il nommera également dans les prochains jours et il sera épaulé tout au long de son mandat par sa femme, par sa compagne, ex-journaliste à Direct 8, Valérie Trierweiler. Bonjour Simon Chantré et bonjour Alexandre Mastagli. Bonjour. Bonjour Julien. Alors, nous allons donc reprendre, si vous voulez bien, tout cela depuis le départ. Alors, tout d'abord, une question simple à tous les deux. Vos ressentiments après la victoire de François Hollande. Simon. Déjà, une grande fierté que notre démocratie française marche à ce point avec un peu moins de 19% d'abstention. Alors, ensuite, un énorme soulagement puisque ça faisait 17 ans qu'on n'avait pas eu un gouvernement de gauche diriger la France, et enfin de l'espoir pour sortir la France de cette crise qui frappe depuis 4 ans notre pays. C'est un vrai renouveau pour la 5e République, donc on espère et on a vraiment un grand espoir envers François Hollande. Alexandre. Eh bien oui, c'est une nouvelle ère, c'est une élection historique, c'est un nouveau président qui est un président socialiste, et donc espérons que François Hollande pourra réaliser toutes les réformes qu'il compte accomplir durant ces 5 ans. Alors cette victoire de François Hollande nous rappelle mai 1981 lorsque Valéry Giscard d'Estaing, après un seul mandat, avait perdu donc au profit du candidat de la gauche, François Mitterrand. Simon. Oui, c'est un peu le même processus qu'en 1981 avec Giscard d'Estaing qui avait le même problème d'impopularité comme Nicolas Sarkozy. Alors, en plus de ça, comme en 81, Mitterrand, le candidat de gauche comme François Hollande, avait pris le dessus lors du débat télévisé pour l'entre-deux tours, même si le débat télévisé n'a pas eu un grand rôle décisif pour la décision des Français. Oui, on se rappelle bien sûr le débat entre Giscard et Mitterrand avec ce fameux terme, l'homme du passif, donc, que lui avait dit Mitterrand. Alors, c'est une victoire de la gauche après une trentaine d'années. Après l'accession au pouvoir de François Mitterrand pour la première fois, cela faisait 30 ans. Et on tire dès à présent un autre constat. C'est une sanction politique pour la droite. Alexandre, quel risque court le parti de l'UMP désormais ? Eh bien, les risques pour le MP sont évidemment une déroute totale avec une scission qui ferait que le Front National pourrait passer comme premier parti de la République, même si localement le FN est très mal implanté. Alors cette scission va donc amener le MP à se casser en deux. Et ses membres vont se séparer, les uns vont donc
fuir vers le FN. Le FN qui pourrait alors devenir un parti beaucoup plus important. Une autre partie plus modérée va rejoindre le Nouveau Centre ou le Modem. Et ceux qui resteront et n'auront alors plus nulle part où aller créeront un nouveau parti politique. Mais on voit bien que les temps des embrassades entre RPR, l'ancien UMP, et UDF, ancien parti centriste, est bel et bien révolu. Simon, vous partagez le même avis? Alors, je suis partagé. Il faut dire que l'UMP est un parti très hétéroclite, contrairement au Parti Socialiste. Il n'est pas pourvu d'un sens historique énorme. Alors, l'UMP met une bataille ultime, que sont les législatives, qui seront dans un mois, qui pour le moment s'avère un échec. Alors, on attend de voir le gouvernement provisoire que choisira Hollande dans les jours suivants, pour voir si l'attitude adoptée par la gauche au pouvoir convient aux Français. Il faut savoir que l'UMP se bat pour que le FN ne soit pas le nouveau parti de droite et remplace totalement l'UMP. Alors l'UMP doit se comporter en un parti contestataire avec un président de parti qui sera là pour donner les coups et gérer un ensemble de personnes qui se réuniront autour d'un peut-être nouveau UMP. Alors, ce sera peut-être Jean-François Copé qui était énoncé pour la campagne de 2017. Donc il leur faudra un président fort. Exactement, avec le départ de Nicolas Sarkozy, il leur faudra un président fort pour ce parti. Alors plusieurs noms sont là, comme Jean-François Copé, Estrosi ou encore Alain Juppé. Alors François Hollande avait prévu de lui dire au revoir à Nicolas Sarkozy. Il l'a fait. Mais alors, quel avenir pour Nicolas Sarkozy, Alexandre? Eh bien, selon moi, son avenir est incertain. Il nous a dit qu'il allait arrêter la politique en cas de défaite et reprendre son métier d'avocat d'affaires. Mais franchement, je n'y crois pas trop. Je pense que Sarkozy est un battant, qu'il déteste perdre et qu'il est même capable de revenir en 2017. C'est donc une victoire de François Hollande. Alors, selon vous, comment expliquer cette victoire, bien que l'on sache que depuis un bon moment, les sondages étaient unanimes pour François Hollande? Eh bien, parce que Nicolas Sarkozy souffrait d'une grande impopularité, et ça pour de nombreuses causes, et surtout pour les affaires, les frasques de Nicolas Sarkozy qui l'ont bien enfoncé, comme l'affaire Woerth-Bettencourt, la présidence de l'EHPAD pour son fils Jean Sarkozy, la nuit aux Fouquet's, la nuit de son élection, et les financements présumés de la part de Kadhafi pour sa campagne de 2007. Alors Hollande a su en profiter intelligemment, sans trop l'afficher, donc c'est un jeu très intelligent et profitable pour lui, puisqu'il a été élu. Mais pourtant, moi, personnellement, je suis sûr que dans les électeurs de François Hollande, il y a des gens qui n'avaient pas vraiment un réel engouement pour sa personne, Alexandre. Mais évidemment, l'engouement n'était pas le même pour tout le monde. Cependant, on ne peut pas nier que dans les différentes enquêtes d'opinion, notamment celle d'Ipsos et du Point, François Hollande est arrivé en tête aux questions telles que qui incarnait le changement, qui est le plus proche des préoccupations premières des Français. Donc, à partir de là, les gens ont su mettre de côté le côté mou, flambi de François Hollande, et ils se sont retournés vers lui. Mais les choses auraient pu s'inverser en faveur de Sarkozy. Il était tout de même un candidat d'expérience. Seulement, au lieu de mener une campagne réfléchie, il a préféré séduire au maximum l'électorat du Front National. Ça n'a pas réussi, et tant pis pour lui. Donc Simon, tout le monde, selon vous, a le même engouement pour François Hollande? Mais pour cette personne, peut-être pas, puisqu'on sait qu'il a subi de nombreuses moqueries pendant sa campagne. Mais finalement, la politique, au jour d'aujourd'hui, c'est une personne, mais c'est surtout des idées. Et je pense que le côté social qu'a mené François Hollande durant sa campagne, pendant les 1 an et demi de sa campagne, c'est quand même énorme, a touché les Français. Il a parlé des vrais problèmes de société. Et donc, les Français avaient un réel espoir vers François Hollande. Donc c'est ça qui a joué aussi vers François Hollande. Alors, si je comprends bien, c'est donc à cause de la campagne de Nicolas Sarkozy plus ratée que la campagne de François Hollande a réussi. Eh bien oui, il y a un peu de ça. Mais il y a d'autres éléments à prendre en compte. Alors, il faut dire
que la cohérence d'Hollande, une stabilité avec le Parti Socialiste qui le soutenait depuis le début, avec notamment les primaires socialistes et tout ce qui va autour. C'est un parti uni, plus que jamais, plus qu'en 2007, plus qu'en 2002. Et donc, on peut prendre en compte aussi le score honorable de Jean-Luc Mélenchon qui l'a peut-être aidé avec les reports de voix au second tour. Alors Alexandre, est-ce que vous êtes d'accord Oui, mais il faut aussi noter le très bon travail de Martine Aubry, qui a su reprendre en main le PS et faire taire la rivalité, et puis aussi la primaire socialiste qui avait fait une grande participation des Français, hein, qui avait vraiment un réel engouement pour cette élection, et puis bien évidemment l'importance médiatique qu'a pris la primaire socialiste. Alors François Bayrou, on le sait, a appelé à voter pour personne, il n'a pas voulu donner de consigne de vote, seulement il a donné son conseil personnel, ce qu'il allait faire personnellement, il a dit qu'il allait voter pour François Hollande. Alors Alexandre, est-ce que cela a fait changer la donne selon vous? Eh bien, chez ces électeurs indécis pour le second tour, cela a peut-être contribué au vote Hollande en effet. Mais de là à changer la donne, je ne crois pas. En revanche, le virage personnel de François Bayrou, d'habitude plus à droite, est très intéressant. François Hollande a désormais deux solutions. Remercier François Bayrou et puis l'oublier, ou bien élargir sa majorité à l'Assemblée en créant, pourquoi pas, un gouvernement élargi où se côtoieront communistes, socialistes et centristes. Mais je rappelle que sur les 2 millions de votes blancs, il y avait 10% FN et 14% Modem. Voilà. Simon, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je ne crois pas que ce ne soit possible un gouvernement élargi, comme le disait Alexandre, avec le Modem, puisqu'on sait très bien que François Bayrou, avec son parti le Modem, a un gros défaut et un gros problème avec ça, c'est que ses électeurs ne lui appartiennent pas. C'est un parti très libre, où les électeurs au premier tour se déchargent sur lui et ensuite vont plutôt à droite qu'à gauche, même si là ça a été une vraie surprise, mais le gouvernement avec une partie du Modem n'est pas possible. Est-ce qu'il y a, Simon, des gens dans le monde que ça dérange la victoire de François Hollande? Eh bien, la première qui me vient à l'esprit, c'est évidemment Angela Merkel, hein, qui a soutenu pieds et poings liés la victoire de la campagne de Nicolas Sarkozy, pardon. Alors sinon, aucun dirigeant ne va s'inquiéter, comme Barack Obama, les dirigeants espagnols, italiens ou grecs, même si aujourd'hui on sait qu'il y a un gros problème en Grèce. Alors, beaucoup de chefs d'État ont appelé François Hollande le soir de sa victoire et le lendemain. Alors, ça s'est très bien passé, comme l'a confirmé Moscovici. Mais alors, les deux premiers grands textes internationaux sont pour bientôt, et ce sont le G8 et l'OTAN qui vont se dérouler aux États-Unis. Donc avec une rencontre un peu avant ces deux grands textes avec Barack Obama. Alors maintenant, on va parler un peu des réformes de François Hollande. À quoi faut-il s'attendre avec l'élection d'un président de gauche comme François Hollande, Alexandre? Eh bien, Monsieur Hollande va devoir se confronter aux réalités économiques et au poids des lobbies financiers, c'est-à-dire ceux qui ont une influence sur la situation économique et financière de la France. Alors Jean-Luc Mélenchon déclare au premier tour: le lendemain de l'élection, la finance, quel que soit le gagnant, attaquera celui qui sera en place en France. Et il avait raison. François Hollande va donc devoir allier coûts de production et acquis sociaux. Autrement dit, d'un côté, baisser les charges que paient les entreprises sans réduire les droits sociaux des salariés, du type sécurité sociale, retraite, etc. Seulement, les marchés ne se soucient pas des réalités sociales actuelles et vont attendre François Hollande au tournant. Toute la pression est désormais sur lui. C'est bien ce que vous me dites, si je comprends bien là. Mais tout à fait, François Hollande a intérêt de tenir ses objectifs économiques et tout de suite revenir à l'équilibre budgétaire en 2017 et diminuer la dette de 83% du PIB. Alors pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes à 86% au jour d'aujourd'hui. Et puis aussi surveiller l'exil des plus riches. Depuis 2007, la fuite des plus aisés a été multipliée par 2 avec la proposition d'Hollande de taxer les revenus capital, donc majoritairement ceux qui sont placés en bourse. Alors, ou encore d'augmenter
les impôts à 75% au-dessus des revenus de 83 000 € par mois. Alors, c'est-à-dire 1 million d'euros par an. Alors, il va falloir d'autant plus surveiller les exilés en Suisse, puisque la Suisse va devenir de plus en plus attractive que jamais avec cette réforme. Alors, le choix d'un bon Premier ministre s'impose et va être capital en ce début de mandat. Alors justement, puisqu'on parle d'économie, après tant d'années de rigueur, comment relancer la croissance, Alexandre? Eh bien, c'est à ce paradoxe que devrait répondre le gouvernement de François Hollande. Les Grecs commencent à réussir, mais c'est un exercice très compliqué. D'autant que Nicolas Sarkozy laisse un cadeau empoisonné à François Hollande, la TVA sociale, qui le confrontera à un dilemme. S'il retire cette TVA, il sera vu comme irresponsable par la classe politique de droite. Mais s'il la laisse, eh bien, il décevra une grande partie de son camp. Et alors, au niveau de l'Union européenne, économiquement, est-ce qu'il va y avoir des pressions aujourd'hui sur la France? Eh bien oui, Julien, la France avec l'Allemagne sera la clé du problème européen. Alors, avec la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la France est dans le collimateur des marchés. Alors, au moindre écart, ce sera la dénotation, la sanction immédiate. Il faut s'attendre à de grosses négociations avec Angela Merkel pour se sortir de cette crise et améliorer les situations financières de l'Europe. Alors, je rappelle également, puisqu'on a parlé des mesures économiques, je rappelle maintenant également les mesures plus sociales de François Hollande, qui elles aussi vont être très importantes pendant son quinquennat, à savoir l'allocation de rentrée scolaire, il en a beaucoup parlé, le train de vie de l'État qu'il compte diminuer, notamment réduire le salaire des ministres de 30%, et puis des mesures par rapport aux retraites qui ont fait bien sûr polémique depuis un bon moment. C'est clair, il va avoir beaucoup de choses à faire, François Hollande, mais alors est-ce qu'il va devoir gérer tout cela tout seul? Non, François Hollande disposera de ce que l'on appelle une War Room, c'est-à-dire une cellule anti-crise constituée d'experts, qui viendront soutenir les ministres chargés de l'économie, des finances et de l'industrie. Et on parle également des gens comme Jean-Paul Jouyet, patron de l'autorité des marchés financiers, ou encore Emmanuel Macron, jeune inspecteur des finances et pourtant déjà très connu dans ce milieu, et même certains amis de Dominique Strauss-Kahn, comme son ancien directeur de cabinet, François Villeroy de Galhau. Voilà. Alors, quelle différence de style majeure va-t-on trouver entre François Hollande et Nicolas Sarkozy? En gros, quelles erreurs qu'a fait Nicolas Sarkozy, François Hollande ne va-t-il devoir pas faire? Eh bien François Hollande, tout simplement, à mon avis, et je pense que c'est le choix de beaucoup de Français, c'est rester soi-même. François Hollande doit garder sa propre personnalité, il est bien moins impulsif et agressif que Nicolas Sarkozy, de plus passer pour quelqu'un de gauche, sobre, authentique, simple, un président normal, comme on lui a reproché de temps en temps, enfin appliquer et mettre en œuvre tout de suite les réformes fiscales qu'il avait prévues, donc les plus grandes lignes de son programme électoral qu'il avait engagé. Donc ceci est nécessaire pour garder sa crédibilité auprès des Français et surtout respecter et engager les discussions comme ne l'avait pas fait auparavant Nicolas Sarkozy avec les syndicats, notamment les plus influents comme la CGT. Alors Alexandre, quel Premier ministre pour François Hollande? Eh bien, trois noms sont donnés. Soit Jean-Marc Ayrault, le président du groupe PS à l'Assemblée et maire de Nantes, soit Martine Aubry, soit Manuel Valls, sont chargés de communication durant sa campagne. Ce qui serait le plus probable, ce serait Jean-Marc Ayrault, il faut le savoir. Absolument. Alors, le prochain rendez-vous électoral, je l'ai dit en introduction, ce sont les législatives. À quoi faut-il s'attendre pour ces élections législatives, Simon, qui sont très attendues Eh bien oui, alors vraisemblablement à ce que la gauche ait la majorité. Si, évidemment, à une seule condition, que le gouvernement provisoire de François Hollande soit correct, plaise aux Français et qu'il n'y ait pas de gaffe faite comme une nuit aux Fouquettes, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy. Si la gauche a la majorité, cela signifiera qu'elle aura le pouvoir sur beaucoup de choses. Les régions, les villes, le Sénat, et donc peut-être en juin à l'Assemblée. Mais attention, car la droite ne leur laissera pas le pouvoir, et le FN pourrait faire sa grande entrée dans l'historique bâtiment du Palais Bourbon.
Donc, affaire à suivre. Merci beaucoup Simon Alexandre pour ses décryptages et ses analyses. Merci également à Lucas Mélissian pour sa précieuse collaboration. Voilà, c'est la fin de ce 4e et dernier numéro de Présidentiel 2012. Merci de votre fidélité et à bientôt.